Vous n'avez pas pris votre commande encore, tout ça? Si. Non, mais du coup, Glenn, il va passer et il va prendre les commandes de tout le monde. Et ensuite, on va commencer à envoyer. Ah va. Je vais aller chercher le cuisinier qui dort à la cave. Vous avez l'habitude de ce type de cuisson? Absolument pas. C'est une grande première? Une grande deuxième. Est-ce que vous pourriez envisager de faire ça tout le temps? Ah bah si les prix continuent d'augmenter, on va faire ça très souvent, effectivement. Sardine. Dans une cuisine comme celle-ci, se passer de gaz, ça signifie quoi? Qu'est-ce que ça change? Ça signifie principalement de se passer de ça. Donc, du coup, notre gazinière 4 feux avec le four, qui est quand même la pièce maîtresse de toute soirée en restauration réussie. Ça signifie se priver de l'eau chaude, parce que c'est au gaz. Et que genre privé d'eau chaude, je sais pas si vous avez déjà essayé de laver une friteuse à l'eau froide, mais genre ça prend quelques décennies et c'est pas très agréable. Ça veut dire que si ça devait être comme ça tout le temps, c'est pas gérable en fait. C'est pas gérable, c'est une autre gestion. Il faut trouver des solutions assez intenses. Ok, par contre, l'autre il lance les cèpes. C'est très simple en vrai, c'est très frais donc c'est super bon. Est-ce que vous pourriez imaginer qu'à l'avenir, ce soit toujours comme ça au restaurant? Sans gaz, sans électricité et un peu dans le noir? Bah en fait ça pourrait être chouette, mais je sais pas si c'est vraiment viable. Faudrait voir. Je pense qu'il va faire aussi peut-être froid cet hiver, on sait rien. Est-ce qu'il fait, s'il fait peut-être 5 degrés dehors, est-ce que c'est la même chose? Je sais pas. Sel, moitié sucre, cuit pendant 2 heures, mariné, fenouil citronné, un peu d'huile d'olive et voilà. On a eu l'idée ensemble avec Pierre, en fait, on a reçu en même temps nos nouvelles factures d'énergie. Et donc, on a bu un café, on en a discuté. Et à la base, on s'est dit comment on pourrait faire pour ne plus utiliser les énergies et donc faire des économies. C'est évidemment pas possible sur le long terme. Et donc, on s'est dit peut-être sur un service, c'est jouable. Et c'est comme ça qu'est née l'idée. Elles étaient de quelle importance, ces factures? La mienne, pour être très pragmatique, elle est passée de 600 € par mois à 1 800 € par mois. C'est gérable, ça? Absolument pas. C'est des coûts qui sont pas absorbables, en tout cas, sans changer notre façon de travailler. Ça peut être soit augmenter les prix, mais on a déjà été obligé de le faire, on n'a pas forcément envie de le refaire. Ça peut être soit diminuer la qualité des produits qu'on propose, mais si on ne change pas la façon de fonctionner, c'est des coûts qui ne sont pas absorbables. En fait, vous me parlez de survie. Oui, tout à fait. Ça sonne comme un événement ludique et un moment sympathique, mais c'est aussi évidemment un cri et un appel à l'aide. Et c'est une façon de sensibiliser les clients sans être larmoyant et misérabiliste et passer à toutes les tables en expliquant nos problèmes dessous. Mais évidemment que oui, le fond de cette idée, c'est vraiment un appel à l'aide. C'est assez simple, imaginez que chez vous, votre facture elle augmente de x3, et ben nous c'est entre x3 et x5. En vrai, c'est un pavé jeté gentiment dans une mare. Genre, c'est pas violent, c'est juste en vrai. Ça me rend triste que potentiellement ce truc disparaisse et qu'il disparaisse en silence. Donc venez, on fait un peu de bruit. Comme ça, au pire, genre, si ça meurt, je pourrais dire ouais, à un moment j'ai gueulé. Depuis plus de 6 mois, nos compteurs de gaz s'emballent. La guerre en Ukraine pousse les courbes des prix vers le sommet. Toujours plus fort, toujours plus haut, toujours plus cher. J'avais déjà payé 30 000 € l'année passée, ben je suis au double aujourd'hui. On tournera autour des 7 millions. Pour l'électricité, même tarif. Son prix explose, une augmentation liée au manque de gaz. Au total, des milliards à payer en plus pour les consommateurs, des sommes loin d'être perdues pour tout le monde. Ils font des bénéfices illégitimes ou des surprofits ou des bénéfices d'aubaine. Il y a un bénéfice énorme. Et rien ne semble indiquer que l'explosion des prix va s'arrêter tout de suite. Hélas. Hélas. Parce qu'il n'y a pas de solution. À un moment donné, les gens ne pourront plus payer. Comment fonctionne cet engrenage infernal du prix du gaz? Comment l'arrêter? C'est ce que nous allons tenter de vous expliquer. C'est la fin de la journée pour Grégory Rouge. Il vient de quitter son boulot de comptable dans une école de la région de Charleroi. Son boulot, c'est régler les problèmes d'argent de l'établissement. Et ces derniers mois, l'énergie est devenue le problème numéro 1. C'est quelque chose qui a pris, je vais dire, de la place dans vos soucis, l'énergie. Bon, je pense que avant que vous n'arriviez, une de mes ouvrières m'en parlait encore à titre personnel. Elle aussi avait des problèmes? Oui, elle s'inquiète, oui. Tout le monde s'inquiète, je pense. C'est l'incertitude qui fait peur?
Oui, c'est l'incertitude, c'est aussi la crainte de se dire que nos enfants seront peut-être la première génération à moins bien vivre que nous par rapport à leurs grands-parents, leurs arrière-grands-parents. Grégory Rouge a 3 enfants. Son salaire lui permet de faire face au loyer de sa maison et aux frais des études supérieures de ses garçons sans trop de soucis. Mais comme pour beaucoup de Belges, la crise du gaz pourrait tout changer. Alors la consommation de gaz est linéaire, elle n'a pas beaucoup évolué. En revanche, ben oui, comme à peu près tout le monde, comme tout le monde je pense, ouais, la facture est quadruplée. En 2021, j'avais eu une note de crédit d'à peu près 350 € pour le gaz et l'électricité cumulés. Et là, j'ai 1300 € de supplément à payer pour les deux. Donc on est passé de moins 350 à plus 1300, à consommation égale. Ça, c'est les factures ? Oui. Et lorsque Grégory ajoute à ses livres de compte ces sommes inattendues, de gaz, très conséquentes, et d'électricité aussi. Il voit clairement le déséquilibre qu'elle crée dans le budget familial. Mais si l'année prochaine, c'est le double de ça, et après... Ou alors, je ne sais pas, il faudra emprunter pour payer ses factures de consommation, bon, j'extrapole, ou toucher à son épargne, mais... Le gaz ici, c'est se chauffer, cuisiner un peu, et l'électricité, c'est s'éclairer. Voilà, il n'y a pas de notion de luxe là derrière, je veux dire. Le gaz et l'électricité qui deviennent un luxe, pour Grégory Rouge, comme pour tous les Belges, cela annonce une révolution de notre manière de vivre. Pourquoi nos factures de gaz explosent? Qu'est-ce qui provoque cette flambée des prix et surtout, peut-on arrêter ces prix fous? Pour trouver des réponses, nous partons du seul élément concret dont tout le monde dispose, les factures de gaz. Nous rassemblons celles de particuliers bien sûr, mais aussi de restaurants, de grands magasins et d'hôpitaux. En parcourant ces colonnes de chiffres, on identifie facilement ce qu'il faut payer. C'est toujours écrit en bas de page. Mais pour le reste, c'est plus compliqué. Nous avons clairement besoin d'aide et on va la trouver chez des experts du secteur du gaz. Je vais mettre 668. Parfait. Et pour le gaz en mètres cubes, monsieur? Donc, ça va rester exactement les mêmes fournisseurs. Premièrement, Total, sur une variabilité mensuelle, ou alors Eneco, sur une variabilité trimestrielle. Nous sommes à Liège, chez comparateurenergie.be. Les employés de cette société conseillent les consommateurs qui veulent diminuer leur facture de gaz après avoir analysé leur consommation. Cette société privée compare le contrat des différents fournisseurs et puis il vous dirige vers celui qui vous fera payer le gaz le moins cher possible. Ici, pour le moment, on a 12 000 visiteurs par jour sur notre site, donc il y a énormément de monde qui vient consulter les prix, qui vient comparer, et on a des centaines de personnes qui changent de fournisseur tous les jours pour le moment, et ça n'arrête pas d'augmenter parce que les gens se rendent compte qu'il y a une nécessité, ils sont dans le besoin, et donc ils se tournent vers nous pour pouvoir changer de contrat. Pour comprendre pourquoi nos factures explosent, notre journaliste va partir de sa propre facture de gaz. L'an passé, il a payé 150 € de provision par mois, plus 425 € de supplément fin d'année. Il veut donc savoir ce qu'il payerait en signant un nouveau contrat de gaz le jour du tournage. Vous aviez signé un contrat fixe de 3 ans, vu que vous êtes sur Bruxelles, en 2020, donc c'était une période où les prix de l'énergie étaient beaucoup plus bas qu'actuellement. Vous étiez sur un an à 425 €. Donc ça, c'est ce que vous avez payé sur un an. Et si on fait une simulation maintenant, on parlerait de 6 860 €. Et donc juste pour la partie énergie, c'est presque 6 500 € plus cher. Sans que je ne consomme quoi que ce soit en plus. Avec exactement la même consommation. Résumons-nous. L'année passée, notre journaliste a payé 150 € par mois, plus 425 € en fin d'année. Avec le nouveau contrat, il payerait 150 € par mois, plus 6 800 € en fin d'année. Près de 6 400 € de plus, et ce uniquement pour le gaz. Est-ce que c'est fini?
Bonne question. C'est difficile à répondre comme question parce que ça dépend vraiment de pas mal de facteurs. Et puis il y a l'incertitude par rapport à la Russie. Poutine est juste imprévisible. Vladimir Poutine, le président russe. Nous sommes à peine au début de notre enquête et son nom apparaît déjà. Si l'on suit la courbe des prix du gaz, on peut même dire que chaque augmentation est liée à ses actes et à ses paroles. Petit retour en arrière pour mieux comprendre. Depuis des années, l'Europe achète massivement du gaz à la Russie. Certains pays comme l'Allemagne ou l'Italie en ont fait leur principal fournisseur. On a même bâti un énorme tuyau dans la mer Baltique pour acheminer ce gaz russe en Europe, le Nord Stream. Et jusqu'il y a quelques mois, il fonctionnait à plein régime. Mais le 20 février 2022, tout commence à mal tourner. Poutine lance ses troupes sur l'Ukraine, les courbes partent à la hausse, le prix du gaz double. Мною принято решение о проведении специальной военной операции. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. Pour punir Poutine, l'Europe prend des sanctions économiques contre la Russie. En septembre, le président russe réplique, il commence à fermer le robinet du gaz, il en envoie moins dans le Nord Stream. Мы готовы это сделать завтра, достаточно только кнопку нажать. Но не мы же санкции ввели на Северный поток-2. Sur le marché du gaz, les prix montent en flèche. Les courbes deviennent presque verticales, plus 27%, une folie. Vladimir Poutine et sa guerre en Ukraine sont donc clairement à l'origine de cette explosion du prix du gaz. Mais est-il le seul responsable? Pour les experts des marchés de l'énergie, ce n'est pas si simple. Alexandre Vivier est ingénieur commercial. Il travaille chez un consultant spécialisé dans les questions d'énergie. Il conseille aussi bien les entreprises que les différents gouvernements belges. Il va nous parler de toute une série d'événements peu connus, mais qui, ajoutés aux actes de Poutine, ont envenimé la crise du gaz. Et c'est ce qu'on a vu aussi à l'origine de cette crise. C'était finalement une conjonction de presque faits divers, comme vous les avez évoqués, qui ont amené à cette tension sur le marché. Le meilleur exemple se trouve ici, aux États-Unis, plus précisément à Freeport, au Texas. C'est de là que partent les bateaux qui livrent le gaz américain à l'Europe. En juin dernier, un incendie ravage le port. Les autorités annoncent que plus aucune particule de gaz ne pourra passer par là. La hausse du gaz est donc immédiate en Europe. On est arrivé dans un système très tendu où chaque mégawattheure de gaz sous forme liquéfiée que l'on peut importer compte. Et donc, dès lors qu'une des installations qui permet justement d'obtenir du gaz naturel liquéfié, ici en provenance des États-Unis, eh bien que cette installation n'est plus disponible, ça rend le marché encore plus tendu et ça renforce le prix des autres sources d'approvisionnement possibles. On a observé des sécheresses en Amérique du Sud, donc pas à côté de chez nous, qui ont augmenté la consommation de gaz et qui ont fait que justement certains méthaniers allaient plutôt vers l'Amérique du Sud et renchérissaient le prix sur les marchés globaux. Donc ce sont vraiment toute une série de facteurs dont aucun individuellement ne peut à lui seul expliquer l'ensemble, mais pris collectivement ont créé une sorte de tempête parfaite, comme on le dit, et qui ont amené à la situation que l'on connaît aujourd'hui. Ces événements, qui ont renforcé cette tempête parfaite, sont arrivés par hasard. Nous allons découvrir qu'un autre élément tout à fait volontaire, lui, a poussé les prix du gaz vers le haut. C'est Samuel Fourfary, spécialiste de la géopolitique du gaz, qui va nous en parler. Cet ancien fonctionnaire européen a participé à la libéralisation du marché du gaz en Europe, c'était en 2000. Il pointe du doigt d'autres responsables qui profiteraient de la crise déclenchée par Vladimir Poutine, mais n'auraient aucun lien avec le président russe. Dès qu'il y a une petite perturbation, il y a des spéculateurs qui entrent dans le marché pour profiter de la hausse, parfois profiter de la baisse, et donc ce phénomène est en train de s'amplifier. Ça, c'est de la spéculation, ce sont les traders. Ça n'a rien à voir avec la disponibilité de la matière première. Évidemment, au début, il y a toujours une petite crise. Et ici, qu'est-ce que c'était? C'était le fait que, est-ce qu'on va encore avoir du gaz de Russie? Et donc ça, c'était une vraie crise, mais qui a été amplifiée par des traders. Et amplifiée de quelle manière et dans quel but? Pour gagner de l'argent.
Le but, c'est de gagner de l'argent. On ne se rend pas compte de la masse d'argent qu'il y a dans le domaine de l'énergie. Tout se compte en milliards et en dizaines de milliards. Et donc, quelques dixièmes de %, ça fait des bénéfices énormes. Vladimir Poutine et l'Ukraine, un incendie dans un port américain, des spéculateurs internationaux, c'est tout cela qui déclenche la tempête sur le prix du gaz. Et cette tempête souffle sur notre vie quotidienne, y compris là où on ne l'attend pas. Nous sommes à l'hôpital Bruckmann à Bruxelles. Ici, normalement, on se préoccupe avant tout de soigner des malades, mais aujourd'hui, l'énergie est devenue un problème. Nous nous rendons à la chaufferie avec Éric Renière. C'est lui qui gère les dépenses énergétiques de l'hôpital. Alors le gaz arrive de la conduite principale, donc, qui est ici, au sein de l'hôpital, et qui distribue le gaz au niveau de la chaudière, mais aussi de notre cogénération, qui permet de produire du chaud et de l'électricité. Le jaune, c'est la couleur du gaz. Oui, c'est la couleur du gaz, effectivement. Le gaz qui arrive dans ces tuyaux, je sais que vous avez un contrat fixe pour le moment, mais si vous deviez suivre le prix du marché, il serait combien de fois plus cher qu'il y a 6 mois? 2,5 fois. C'est gérable pour un hôpital? Non, absolument pas. 2,5 fois plus d'argent pour faire tourner ces chaudières, c'est beaucoup et c'est plus impressionnant encore lorsque l'on parle en euros. Pour 2024, on pense à tourner autour des 7 millions. Aujourd'hui, on est à 3,6 millions. Mais un hôpital fonctionne 24 heures sur 24 et donc il y a 70% des surfaces qui fonctionnent 24 heures sur 24. Et donc je ne peux pas, comme les écoles ou d'autres institutions, dire je ferme, je mets la clé et je coupe tout le chauffage, je coupe l'électricité, ce n'est pas possible. Pour mieux comprendre toute l'étendue du problème de l'énergie et du chauffage à l'hôpital Bruckmann, nous allons nous glisser dans un endroit très peu visité, les sous-sols de l'établissement. Ils sont parcourus de nombreux souterrains comme ceux-ci. Les tuyaux y serpentent et apportent la chaleur là où elle est nécessaire. Ça, c'est les tuyaux de chauffage? Oui. Combien de kilomètres? Des dizaines de kilomètres. Donc on a plusieurs types de tunnels. Ceci est un tunnel technique. Et donc on a à peu près 3 km sur les 18 hectares de tunnels techniques et on a 5 km de tunnels pour les patients et toute la logistique de l'hôpital. Depuis des années, Éric Renière fait tout pour baisser la facture d'énergie de son hôpital. Des dizaines de panneaux solaires ont été installés et une unité de cogénération produit de l'électricité. Mais l'explosion des prix du gaz a tout gâché. Tous ces efforts depuis 15 ans ont en fait été anéantis en quelques mois par la crise actuelle. Effectivement. Et je pense que si nous n'avions pas pris toutes ces mesures, je pense que ça aurait été bien plus catastrophique. Oui, là, ça aurait été vraiment la crise, là. Ça aurait été la crise. Dans une maison, on est à peu près à 20 degrés. Est-ce que c'est la même chose à l'hôpital? Alors, absolument pas. Nous avons une législation hospitalière qui détermine les degrés que nous devons suivre. Et donc, dans l'hospitalisation, c'est 22 degrés. Mais dans d'autres, telles que la maternité, quartier d'accouchement, à 26, 27 degrés. Et donc, nous ne pouvons pas descendre en dessous. C'est une question aussi de sécurité. Face à ces constats, la question suivante s'impose. Qui va payer tout cela? Qui assumera l'augmentation des factures de gaz? La réponse ne fera plaisir à personne. Les quotes-parts de patients ne devraient pas être, je vais être prudent, impactés. Mais par contre, c'est l'État, c'est la sécurité sociale, donc c'est tous les Belges qui devront faire face à cette augmentation des prix de l'énergie. Effectivement. Finalement, c'est aussi la société belge qui finance. Donc cette augmentation de l'énergie, du gaz, à un moment ou à un autre, retombera sur tout le monde. Bien sûr. Pourquoi le manque de gaz russe bouscule-t-il nos vies? La Belgique dépend-elle vraiment à ce point de ce gaz venu des steppes russes? Pour nous faire une idée claire, plongeons dans les chiffres. En Belgique, avant la guerre en Ukraine, le gaz consommé chez nous venait principalement de 4 pays. La Norvège pour près de 41%, les Pays-Bas pour 34%, le Qatar pour 11% et enfin la Russie pour 6%.
En coupant le gaz, Vladimir Poutine nous prive donc de 6% de nos besoins en gaz. Vraiment pas de quoi paniquer. On dépendait déjà faiblement il y a quelques années du gaz russe, encore moins à l'heure actuelle. Donc la Belgique n'aura pas un problème en tant que tel pour son approvisionnement. Côté gaz russe, la Belgique est donc tranquille. Le seul problème, c'est qu'elle est au cœur de l'Europe. Ce qui se passe chez nos voisins a un impact chez nous. Et nos voisins manquent terriblement de gaz russe. 40% de gaz consommé en Allemagne ou en Italie, par exemple, vient de Russie. Francesco Contino est un spécialiste de la transition énergétique. Il suit la crise du gaz russe jour après jour. Il nous précise pourquoi la Belgique est en quelque sorte victime de ce qui se passe chez nos voisins. Pourquoi est-on entraîné dans cette spirale alors qu'à la base, nous, on ne manque pas de gaz russe? Parce que c'est un système qui est interconnecté. Pour l'instant, le prix du gaz, il est déterminé sur un marché aux Pays-Bas et il vaut pour toute la région où on transporte ce gaz. Le gaz reste une denrée qui se transporte internationalement, mais qui est quand même plus locale que le pétrole. Et donc, du coup, la Belgique est entraînée par l'Allemagne, l'Italie et les autres vers le haut? Absolument. La Belgique fait partie de ce marché. Elle est entraînée par les circonstances qui veulent que la Russie coupe l'approvisionnement important qu'elle avait pour l'Europe. Pour faire face au prix fou du gaz, certains évoquent une autre solution. Une solution pleine de bon sens. Faire des réserves, du stock. Après tout, c'est souvent un réflexe quand un produit menace de manquer. Pourrait-on appliquer cette idée pleine de bon sens au gaz? Pour le savoir, nous nous rendons à Loonhout, près d'Anvers. C'est ici que se trouve la plus grande réserve de gaz du pays. Vous vous attendiez à voir des cuves gigantesques? Ici, rien de tout ça. Tout se passe sous la terre. Avant de passer les grilles du site, toute l'équipe doit s'équiper. Casque, bien sûr. Oui. Ah, je ne vois rien. Mais plus étonnant, un détecteur de gaz. Sur ce site, on craint les fuites, voire une éventuelle explosion. Après tout, le gaz est juste là, à 1000 mètres sous nos pieds. J'ai touché, oui, j'ai touché. Ça va? Le gaz est injecté directement dans le sol par ces gros tuyaux. Il y en a des millions de mètres cubes. C'est ici que le gaz part vers le sous-sol. Oui. Ici, ça c'est la connexion entre le réservoir et le réseau belge. Alors, ça fonctionne dans les deux sens, en fait. C'est à la fois pour envoyer et pour sortir. Oui, un puits peut vraiment injecter ou émettre le gaz vers le réservoir. Et quelle quantité passe par ces puits? Un puits peut environ produire une débit de 80 000 cubiques mètres par heure. Pour bien comprendre comment fonctionne ce stockage directement dans le sol, nous nous rendons à la salle de contrôle. C'est Laurent Rémy, porte-parole de Fluxys, la société qui gère ce site, qui va nous expliquer ce qui se passe sous terre. Alors vous devez représenter en fait une espèce de, je dirais, d'assiette creuse inversée qui est couverte par un dôme imperméable à l'eau et au gaz naturel. Donc c'est une structure tout à fait naturelle qu'on a découverte dans le sous-sol dans les années 60 en fait, quand on était à la recherche de pétrole, et on est tombé sur une structure géologique particulièrement intéressante qui nous permet de stocker un maximum de 770 millions de mètres cubes environ. Alors, on a en tête, quand vous parlez d'un stockage naturel, une grotte, une cavité, une caverne. Ce n'est pas tout à fait ça. C'est pas tout à fait ça. En fait, nous sommes dans un stockage en nappe aquifère. Donc, vous devez en fait vous représenter une roche qui présente de nombreuses micro-fractures qui forment des petites cavités. Et donc, en temps normal, je dirais, cette roche est remplie d'eau. Et ce que nous venons faire, nous venons en fait injecter du gaz à haute pression qui progressivement va venir prendre la place de l'eau et fait diminuer le niveau d'eau en fait vers les profondeurs plus importantes. Et c'est le gaz qui prend sa place. Et c'est le gaz qui prend sa place, tout à fait. Autrement dit, on a une espèce de gigantesque éponge dans le sol. On y injecte du gaz et on le récupère quand on en a besoin. Depuis quelques jours, le stock est rempli à 100%, mais attention, seule une petite partie du gaz consommé en Belgique chaque année peut être stocké ici.
Alors ce stockage-ci permet en mode, je dirais, d'émission au maximum de la capacité de couvrir la demande des clients industriels belges pendant une bonne quarantaine de jours. Donc ça représente une émission d'environ, je dirais, 5,5 gigawattheures par heure. Pour être clair, il y a à Loonhout 1/20 de tout le gaz consommé en Belgique en un an. De quoi faire face à un manque de gaz de quelques jours, pas plus. Ce stockage peut amortir la crise, mais pas la résoudre. Mon inquiétude principale, c'est effectivement pas pour l'hiver qui vient, c'est pour ce qui va se passer après cet hiver. En fait, c'est un petit peu comme si, et d'ailleurs, si on entend le Premier ministre, ce ne sera pas qu'un hiver, ce sera 5 à 10 hivers. Et je pense qu'il a raison, c'est que c'est du long terme, c'est vraiment long terme qu'il faut voir. Il ne faut pas se dire, oui, mais quand on passera l'hiver, ça ira, on fera le carnaval au printemps et tout ira de nouveau bien. Non, ça voudra dire qu'il faudra refaire des stocks pour l'année d'après et on sera reparti dans la même boucle. Donc les difficultés, ce n'est pas juste les mois qui vont venir, c'est vraiment du long terme. On l'aura compris, même en remplissant à fond le stockage de Loonhout, cela ne fera pas retomber les prix du gaz. Il faut donc trouver une autre solution pour remplacer le gaz russe. Et en attendant, réserve ou pas, les prix continueront à s'envoler. Quelles sont les solutions dont disposent la Belgique et l'Europe pour remplacer le gaz russe? Seront-elles faciles à trouver? C'est l'étape suivante de notre enquête. Nous sommes en Norvège, sur le site de production de la compagnie Equinor. Elle envoie chaque année des millions de mètres cubes de gaz vers l'Europe. 41% du gaz consommé en Belgique vient d'ici. Tout passe par un énorme tuyau qui part de ses côtes. A priori, envoyer plus de gaz norvégien par ce tuyau serait une solution pour remplacer le gaz russe, mais ce n'est malheureusement pas si simple. En attendant de compenser, on va souffrir. Oui, hélas. Hélas, parce qu'il n'y a pas de solution. Dès l'annonce de la guerre, la Norvège a annoncé qu'elle pouvait produire peut-être 1 milliard de mètres cubes de gaz en plus. Le Nord Stream, c'est 55 milliards. Un 50e. Donc voilà, c'est les masses en jeu qui comptent. Cette fois, notre enquête nous mène à Zeebrugge. C'est ici qu'arrivent les bateaux chargés de gaz liquide. Ils viennent du Qatar, de Norvège notamment. Celui-ci vient des États-Unis, un pays qui dispose d'énormes réserves de gaz. Ces méthaniers, comme on les appelle, constituent une autre solution pour nous amener du gaz. De quoi remplacer le gaz russe si nécessaire, mais malheureusement, là non plus, ce n'est pas si simple. Aujourd'hui, il y a environ 580 méthaniers dans le monde, pour satisfaire le marché tel qu'il était. Si maintenant on doit remplacer tout le gaz russe, environ 170 milliards de mètres cubes par an de gaz, par des bateaux, mais on n'a pas assez de bateaux. Il faut construire des bateaux. Mais ça ne se décrète pas du jour au lendemain. Ce qui veut dire que le nombre suffisant de bateaux qu'il y aura pour se passer du gaz russe, ça va prendre 10 ans. Petit retour sur les factures d'énergie. Au départ, on peut se dire qu'il n'y a pas de lien entre les prix du gaz et de l'électricité, et que s'ils se retrouvent sur la même facture, c'est par facilité administrative. Eh bien, détrompez-vous. Notre enquête va à présent vous montrer que le prix du gaz détermine directement celui de l'électricité. Pour bien comprendre, nous repartons de la facture d'énergie de notre journaliste. Sa consommation d'électricité est calculée en kilowattheures. Ce sont ces chiffres-là qui défilent sur son compteur. L'année passée, chaque fois que ce compteur augmentait d'1 kWh, il payait en moyenne 7 centimes. S'il signait un nouveau contrat le jour du tournage, il lui en coûterait 72 centimes, 10 fois plus. L'impact sur sa facture est énorme. Au bout d'un an, avec pareil tarif, il devrait payer 4 000 € de plus qu'avec l'ancien tarif uniquement pour l'électricité. Pourquoi le prix de l'électricité est-elle influencé par le prix du gaz? Et surtout, comment les Belges y font-ils face? Pour répondre à ces questions, nous prolongeons notre enquête dans un cas concret. Nous rencontrons Tristan Dufoin. Nous sommes sur le toit de son grand magasin à Jupy.
Ces panneaux photovoltaïques, c'est la réponse à votre facture énergétique qui explose? C'est la réponse inévitable de ma facture énergétique qui explose. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'un exploitant de magasin ne puisse pas mettre des panneaux photovoltaïques puisqu'elle va réduire systématiquement et immédiatement notre facture mensuelle. Pour briser la spirale infernale des prix de l'électricité, Tristan Dufoin a investi des dizaines de milliers d'euros. Et le résultat est là. 156 panneaux solaires s'étalent sur ce toit. Il n'y a plus 1 mètre carré de libre. Si demain je dois reprendre un magasin, c'est le premier investissement que je fais. Parce que je peux facilement connaître le gain que ça a de mettre des panneaux photovoltaïques. Donc je pense que c'est le premier investissement à faire. Effectivement, c'est de réduire sa consommation d'énergie par l'installation de panneaux photovoltaïques. À la descente du toit, Tristan nous emmène dans un rayon précis de son magasin. Celui qui provoque l'emballement du compteur électrique, celui des frigos. Ce que vous coûte la consommation des frigos a été multiplié par combien ces derniers mois? J'estime à fois 3,5. Mais le plus grand danger, c'est qu'en fait, on est passé d'un coût fixe à un coût variable, parce qu'aujourd'hui, je vous parle de ça, mais demain, vous revenez, je vous dirai peut-être que ça fait x4, x5. Et c'est ça qui est embêtant, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait plus répondre à votre question en disant quel coût ça a. Donc c'est ça qui vous angoisse en fait? Oui, c'est cette incertitude, clairement. C'est ne pas savoir faire un plan financier, ne pas savoir à quelle sauce on va être mangé, c'est ça le plus embêtant. Et justement, pour savoir à quelle sauce il va être mangé, il nous invite à plonger dans ses factures. Tout peut être résumé en un seul mot, explosion. Alors, l'électricité, c'est pas compliqué. On payait exactement 5 400 € par mois, et ça de manière constante. Aujourd'hui, je suis passé 9 000, 12 000, 14 000 € par mois, et je ne sais pas où ça va s'arrêter. Donc si je fais mon bilan à la moitié de l'année, j'avais déjà payé 30 000 € l'année passée, ben je suis au double aujourd'hui. C'est ce qui rogne ma marge bénéficiaire. Et lorsqu'un magasin ne gagne plus d'argent, on n'a pas beaucoup de solutions. Soit on augmente les prix, Tristan l'a déjà fait sur certains produits, soit c'est l'emploi qui est menacé. Alors vous parlez de sommes énormes. Oui. Si je rapporte ça au salaire que vous payez un employé ici, ça représente combien d'équivalents temps plein ces augmentations d'électricité et de gaz? Si ça continue comme ça va être l'équivalent de 4 salaires chaque mois. Oui. Est-ce que si ça continue malheureusement comme ça, vous pourriez être amené à perdre du personnel? Non, parce que le magasin, on est obligé d'avoir du personnel pour le faire tourner, donc non. Mais le premier poste avant, c'était les frais de personnel. À ce rythme-là, ça va devenir les frais énergétiques. Aujourd'hui, je ne sais pas si beaucoup de magasins termineront avec un bénéfice. Vous êtes inquiet pour votre magasin aussi? Je suis inquiet pour mon magasin. En tous les cas, je suis conscient que je dois mettre en œuvre énormément de choses pour essayer de limiter la casse. Quel est le lien entre les factures d'électricité de Tristan Dufoin et la crise du gaz? Pourquoi est-ce que la montée des prix du gaz entraîne celle de l'électricité? Qu'est-ce qui lie l'un à l'autre? C'est à ces questions que nous allons répondre. Pour être didactique, nous passons par une technique un peu inhabituelle. Nous utilisons une imprimante 3D et nous en sortons 3 mini-centrales électriques. Elles vont nous permettre de vous raconter l'histoire de vos factures d'électricité. En Belgique, en simplifiant, on produit de l'électricité de 3 manières différentes. Avec des éoliennes et des panneaux solaires, avec des centrales nucléaires et avec des centrales au gaz. Plus les Belges demandent d'électricité, plus les producteurs allument de centrales. Mais attention, ils ne peuvent pas le faire n'importe comment. Ils doivent d'abord utiliser les centrales qui fabriquent de l'électricité pour le moins d'argent possible, puis ils passent à celles qui coûtent plus cher. C'est une règle européenne appelée l'ordre du mérite. En Belgique, on commence toujours avec l'éolien et le solaire. Le vent et le soleil, ça ne coûte rien. On passe ensuite au nucléaire. L'uranium donne une électricité bon marché. Et enfin, si nécessaire, on allume les centrales au gaz. Ce sont elles qui coûtent le plus cher. En temps normal, ce sont les centrales les moins chères qui tournent le plus, tout bon pour la facture des consommateurs. C'était finalement le but de diminuer les coûts. L'idée sur les marchés qui l'utilisent, c'est de diminuer globalement les prix. Il y aurait une forme de compétition pour rentrer dans le merit order. Si vous êtes trop coûteux, vous n'avez pas le droit de vendre votre électricité parce que vous êtes trop cher, vous êtes au-delà du merit order pour la consommation qui est prévue pour le lendemain, par exemple.
Vous l'aurez compris, on utilise plusieurs types de centrales pour fournir de l'électricité, des centrales qui travaillent à des prix différents. Mais sur votre facture n'apparaît qu'un seul prix, un seul tarif pour votre électricité. Pour arriver à ce prix unique pour le consommateur, les producteurs utilisent un système tout simple. Ils regardent quelle est la dernière centrale allumée pour répondre à la demande d'électricité. Et c'est le prix de cette dernière centrale qui sera utilisé pour tout le monde. En Belgique, ce sont presque toujours les centrales à gaz, ce sont donc elles qui imposent leur prix. On n'utilisait le gaz qu'au moment de pointe de la journée et de l'année, c'est-à-dire les moments où on consomme le plus d'électricité. Il y avait donc une forme d'équilibre. Ce système a bien fonctionné pendant 20 ans, mais la guerre en Ukraine a tout changé. En 3 étapes, elle a fait exploser le système de votre facture. Première étape, Poutine ferme les vannes du gaz russe, le prix est multiplié par 5. Deuxième étape, ce gaz 5 fois plus cher arrive dans nos centrales au gaz, l'électricité qu'elles produisent est aussi multipliée par 5. Troisième étape, en Belgique, on a vu que ce sont les centrales au gaz qui dictent leur prix aux autres centrales. Ce nouveau prix 5 fois plus cher va donc s'imposer partout, y compris aux éoliennes et aux centrales nucléaires qui pourtant ne sont pas concernées par l'explosion des prix du gaz. Le vent ne coûte pas plus cher, l'uranium ne coûte pas plus cher, mais elles multiplient quand même leur facture par 5. C'est cher pour le consommateur, mais c'est légal. Ils font des bénéfices que l'on appelle des bénéfices illégitimes ou des surprofits ou des bénéfices d'aubaine. Les économistes ont quantité de termes par rapport à ce type de situation. Surprofit, surbénéfice, de quelle somme parle-t-on exactement? On a tenté de trouver quelques chiffres, juste de quoi se faire une idée. On a commencé par se rendre à la CREG. C'est l'organisme public qui contrôle les marchés du gaz et de l'électricité en Belgique. On y trouvera un rapport récent consacré au prix élevé du gaz et de l'électricité. Et aux surprises, il pointe du doigt les surbénéfices des centrales nucléaires en Belgique. Accrochez-vous, ce ne sont pas des petites sommes. Sur base des prix de marché de la fin août dernier, la CREG estime que le bénéfice des centrales nucléaires devrait atteindre environ 2 milliards en 2022 et 1,3 milliard en 2023 et 2024. Voilà donc les premiers chiffres. Mais on en a cherché d'autres. Et c'est un article du journal français Le Monde qui va attirer notre attention. On peut y lire que le groupe Total Énergie va verser un dividende exceptionnel de 2,62 milliards d'euros à ses actionnaires, une prime liée, je cite, aux résultats dans ce contexte de prix haut. Un joli petit trésor donc. La facture d'électricité qui explose n'est pas perdue pour tout le monde. Mais qui sont ces producteurs qui bénéficient des surprofits des éoliennes et des centrales nucléaires? Comment justifient-ils ces gains quand les consommateurs ne parviennent plus à payer leurs factures? Nous allons leur demander. Il y a 3 grands producteurs d'électricité en Belgique, Total Énergie, Luminus et Engie. Nous nous rendons à leur siège social avec un but simple, obtenir une interview. Nous commençons par Total Énergie, qui possède de nombreuses centrales à gaz. Voici la réponse de son porte-parole. Je n'ai pas d'éléments de réponse. On ne souhaite pas approfondir les sujets que vous avez indiqués. Autrement dit, pas d'interview. Nous tenterons ensuite notre chance chez Luminus, qui possède de nombreuses éoliennes. Nous sommes optimistes. Le patron de Luminus, Grégoire d'Allemagne, a donné plusieurs interviews à la RTBF. Pourquoi la refuserait-il à investigation? Nous avons reconsidéré votre demande d'une interview, mais nous ne pouvons malheureusement pas y répondre favorablement. En d'autres mots, pas d'interview. Et nous terminerons avec Engie, qui possède toutes les centrales nucléaires du pays. En ce qui concerne vos questions supplémentaires, elles sont sectorielles et liées au marché. Adressez-vous à la fédération. Traduction, pas d'interview. Hasard ou pas, ces réponses se ressemblent. Total Énergie, Luminus, Engie semblent tous respecter le même dicton. Vivons heureux, vivons cachés.
Mais plusieurs producteurs nous ont renvoyés vers la Fédération des producteurs de gaz et d'électricité. Elle s'appelle la FEBEG. Son porte-parole accepte une interview. Nous nous y rendons avec le rapport de la CREG et l'article du Monde et toutes nos questions sur les surprofits. Alors nous représentons vraiment la majorité des fournisseurs et des producteurs et certainement les 5 plus grands sont effectivement tous membres de notre fédération et nos membres nous font confiance à cet égard, ils nous mandatent pour vous parler. Donc aujourd'hui, si je vous parle, c'est parce que nos membres et nos plus grands membres désirent que je vous parle. Le mandat est clair, on va donc y aller franchement. Nous mettons donc sur la table le rapport de la CREG qui évoque les milliards d'euros de surprofit d'Engie et de ses centrales nucléaires. Alors ça, est-ce que, à vos yeux, c'est un surprofit, c'est un surbénéfice? C'est difficile pour moi de commenter cela parce que moi je représente le secteur. Désolé, mais je peux pas donner de réponse concrète à cela. Seul peut... Vous pensez qu'on se trompe et que vous n'avez pas gagné autant que ce qui est indiqué dans ce rapport? Je ne peux pas faire de commentaires à cet égard. Mais écoutez, je vais... Si vous permettez... Est-ce qu'on peut faire un break de 5 minutes? Je vais consulter mon arrière-ban, parce que je vais aller voir mon patron pour voir s'il me donne un autre mandat, mais moi, mon mandat, il est en principe assez clair. Mais... Pourra-t-on finalement parler de surbénéfice? La réponse tombe assez vite. 3. Voilà. Alors écoutez, moi je suis mandaté pour représenter un secteur relativement hétérogène. Je ne peux pas rentrer dans les détails particuliers qui concernent des entreprises individuelles. Je ne suis pas mandaté pour parler pour eux. Je suis mandaté pour parler pour eux en tant que secteur et pas autre chose. L'interview va donc reprendre, mais sans reparler des surbénéfices précis de Total Energy, Luminus et Engie. Pas question de pointer qui que ce soit du doigt. Mais quand même, le prix du gaz, le prix de l'électricité, c'est x10. Donc même si on a des surprises, même si on a des coûts, même si on investit, on gagne quand même plus qu'avant. Bien sûr, les profits actuellement sont plus élevés que dans des années moins bonnes, mais il faut bien comprendre que les profits d'aujourd'hui sont les investissements de demain. À l'échelle européenne, on va devoir investir 153 milliards par an entre maintenant et 2045-2050, 153 milliards par an dans la production d'électricité et dans la distribution et le transport d'électricité. Pourquoi? Parce que demain, vous allez rouler en voiture électrique, parce que vous allez acquérir une pompe à chaleur, parce que l'électrification, c'est la transition énergétique. Autrement dit, les Belges payent beaucoup aujourd'hui, mais ce sera utile un jour. Et la FEBEG va plus loin. Pour elle, ce sont les consommateurs qui ont le pouvoir de faire diminuer les prix du gaz. Nous avons tous, en tant qu'individus, c'est peut-être un peu paradoxal pour les gens, une possibilité d'agir. Et cette possibilité, c'est vraiment d'économiser du gaz. Cette économie, elle a 2 avantages pour le consommateur final. Un avantage tout à fait direct, c'est que l'énergie est chère pour le moment et que chaque kilowattheure que vous ne consommez pas, vous ne le payerez pas. Le deuxième avantage, il est plus à long terme, vous participez à la destruction de la demande et de cette manière vous pesez sur les prix du gaz et vous préparez ainsi un hiver 2023-2024 avec, espérons-le, des prix du gaz en baisse. Moins consommer pour faire diminuer le prix du gaz. À première vue, on pourrait croire que c'est une manière pour les producteurs de fuir leurs responsabilités. En réalité, ils sont nombreux à partager cette idée. Pour terminer notre enquête, nous partons pour le nord de l'Italie, au cœur des montagnes, plus exactement à l'université de Trento. On applique déjà ici des règles qui misent tout sur l'économie d'énergie. Nous avons rendez-vous dans ce bâtiment, mais attention, ce n'est pas dans une salle de classe ou une bibliothèque, c'est la chaufferie. Le gouvernement italien a pris un décret qui impose la date à laquelle on doit allumer et éteindre les machines. Cette année, on allumera donc la chaudière le 22 octobre. Enfin, plus exactement, le lundi qui suit. Et nous devons éteindre cette même chaudière le 8 avril au plus tard. Visiblement, en Italie, on a opté pour la manière forte. Un décret, c'est une loi.
Le gouvernement impose donc quand allumer sa chaudière. Et c'est valable pour tout le monde, que ce soit au travail, dans les loisirs ou à la maison. Ce n'est pas un conseil, mais une obligation légale. Les seules exceptions au décret, ce sont les hôpitaux, les écoles maternelles, les crèches, mais les habitations privées, elles, doivent respecter ces normes. Gianluca Signore est le manager énergie de l'Université de Trento. Son travail, c'est limiter au maximum la consommation de gaz et d'électricité de l'université. Il va nous préciser que non seulement les Italiens ne peuvent pas choisir quand allumer leur chauffage, mais qu'ils ne peuvent pas non plus choisir la température. L'hiver, c'est 19 degrés maximum dans les bâtiments. En été, pas question d'allumer l'airco avant qu'il ne fasse 27 degrés dehors. L'Italie est divisée en zones climatiques. En fonction de l'altitude des communes et selon les caractéristiques météo, nous avons des périodes d'allumage différentes pour le chauffage et l'air climatisé, mais aussi le nombre d'heures d'utilisation maximum par jour. Mais ce qui frappe, c'est le côté obligatoire. Les Italiens n'ont plus le choix. Ce sont des économies imposées, y compris dans leur maison. Ces mesures qui touchent monsieur et madame tout le monde sont quasi uniques en Europe. Ce ne sont pas des obligations très fortes et je pense que pour le moment, l'impact sera assez limité sur le confort de vie des occupants. Évidemment, on verra si les Italiens respecteront les consignes et s'il y aura des contrôles par le gouvernement. Mais Gianluca Signore est optimiste. Dans les grandes lignes, je crois que les Italiens vont respecter ces normes dans leurs habitations privées. Ils le feront par sens civique, mais je pense qu'ils seront aussi poussés à le faire par l'augmentation énorme des coûts de l'énergie. Évidemment, je ne crois pas que ce sera aussi bien respecté dans les maisons privées que dans les bâtiments de l'administration publique. Mais bon, notre espoir, c'est que ce soit appliqué dans toute l'Europe, du moins les mesures qui limitent l'utilisation du gaz naturel. Ces mesures italiennes, qui imposent de diminuer le chauffage pour consommer moins de gaz, servira-t-elle vraiment de modèle pour toute l'Europe? Difficile à dire. En revanche, l'idée de moins consommer d'énergie gagne du terrain chez les particuliers, dans les entreprises ou chez les scientifiques. Ils appellent ça la sobriété énergétique. Ça commence à venir, cette tendance à dire mais oui, en fait la meilleure énergie c'est celle qu'on ne consomme pas. Et clairement notre dépendance au gaz russe sera diminuée de toute l'énergie qu'on ne consomme pas. Ce n'est pas forcément en trouvant un autre fournisseur avec lequel on est plus ou moins copains qui va nous permettre de vraiment diminuer notre dépendance à l'extérieur. C'est vraiment diminuer notre consommation qui le fait. À première vue, consommer moins d'énergie peut sembler contraignant, moins confortable, moins facile à vivre. Mais pour Francesco Contino, on ne fera plus marche arrière. Peut-être que cette crise est une opportunité. Je sais qu'elle est difficile pour beaucoup de personnes, mais il faut peut-être la voir comme un, et c'est triste de dire ça, mais comme un crash d'avion. Après un crash d'avion, on fait le constat, on fait une enquête pour voir ce qui s'est passé et on essaye de ne plus jamais avoir le même problème. Eh bien, j'espère qu'on va pouvoir tirer les conclusions et les leçons de cette crise pour pouvoir faire des tests, pour pouvoir changer la façon dont on voit le paradigme économique et énergético-économique. On l'aura compris, le chemin vers les économies de gaz et autres électricité s'annonce douloureux, long et difficile. Mais ce sera sans doute inévitable si l'on veut un jour retrouver des factures d'énergie payables par tout le monde.